Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On peut pas les envoyer dans une usine de retraitement ? Non, trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace ? Et si on les faisait avaler aux gens ? Avaler. Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là ? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire ? Bah rien. Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes. Quand j'avais 10 ans, mon père a fait son premier infarctus. Il en est mort à 55 ans. Il n'avait pas arrêté de fumer. Moi, je pensais, je m'arrête quand je veux. Mais moi aussi, j'étais prisonnier. À 40 ans, j'ai fait mon premier infarctus, et pour me sauver, on m'a ouvert le thorax et fait un triple pontage coronarien. Aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je veux prendre soin de moi. J'ai commencé à fumer à l'école à 18 ans pour faire comme tout le monde. Résultat, 2 paquets par jour pendant 45 ans. Ça me collait à la peau. Et puis à l'époque, on ne parlait pas des dangers de la cigarette, malgré les bronchites chroniques. Et voilà. Il y a 3 ans, on m'a découvert un cancer de la gorge, un cancer au poumon. Je fus opérée, ablation d'une corde vocale et d'une partie d'un poumon. Tout fut parfait jusqu'à la récidive, où là, j'ai décidé de me battre et d'arrêter de fumer. La nicotine est une molécule présente dans le tabac. Utilisée pure, c'est un poison très puissant qui a été utilisé pendant longtemps comme insecticide. Quand on fume une cigarette, la nicotine passe dans le sang et atteint le cerveau en une dizaine de secondes. Dans le cerveau, la nicotine se fixe sur des récepteurs appelés récepteurs nicotiniques. Elle se substitue ainsi à l'acétylcholine, un neurotransmetteur très important dans le fonctionnement du cerveau. La nicotine agit donc sur les mêmes circuits que l'acétylcholine et détourne ces circuits de leur fonctionnement normal. La fixation de la nicotine au récepteur active une série de neurones, ceux du cortex préfrontal, une région du cerveau impliquée dans l'attention et la vigilance. Et, d'autre part, elle active le circuit de la récompense. Enfin, la nicotine agit aussi sur des fonctions dites végétatives, c'est-à-dire celles que nous ne pouvons pas contrôler volontairement, comme la digestion, le rythme du cœur, le système immunitaire et bien d'autres. Le récepteur nicotinique est composé de 5 sous-unités. Ces sous-unités s'assemblent en des combinaisons variables. De même que les performances d'un ordinateur varient en fonction de ses composants, les performances du récepteur nicotinique dépendent de sa composition en sous-unités. Le nombre ou le type de récepteurs nicotiniques varie d'un sujet à l'autre et selon le stade du développement cérébral. Les effets de la nicotine ne sont donc pas les mêmes chez les adolescents et chez les adultes. Des travaux récents suggèrent que chez la souris adolescent, le nombre de récepteurs nicotiniques est plus élevé que chez l'adulte et que la nicotine stimule très fortement l'activité neuronale des jeunes souris. De fait, chez l'adolescent, les effets plaisants de la nicotine, prise occasionnellement, sont exacerbés, l'anxiété diminuée et l'activité motrice augmentée. Cela peut inciter à augmenter la consommation de tabac. Chez l'adolescent devenu fumeur régulier, la nicotine a des effets bien différents de ceux induits par la prise occasionnelle. Des études d'imagerie fonctionnelle ont montré que face à des tâches impliquant la mémoire de travail et l'attention, les adolescents fumeurs ont une moindre activation du cortex préfrontal que des non-fumeurs. Leur performance diminue car ils sont moins attentifs, coordonnent moins bien leurs gestes et prennent leurs décisions de manière plus impulsive. L'addiction à la nicotine répond à 2 grands mécanismes. Le premier est l'activation du circuit de la récompense. Si on fume régulièrement, l'augmentation de la libération de dopamine, provoquée par la nicotine, suractive la voie D1 du circuit, celle qui amplifie la récompense. Le besoin de fumer devient alors compulsif.
On perd le contrôle et on veut de façon irrésistible sa prochaine cigarette. Le deuxième mécanisme est la survenue de la tolérance. Plus le récepteur est stimulé, moins il réagit à la nicotine. Il se désensibilise et continuer de fumer n'apporte alors plus aucune sensation. Le temps nécessaire pour que la désensibilisation s'installe correspond approximativement au temps mis pour fumer une cigarette. Lorsqu'on fume régulièrement, le nombre de récepteurs nicotiniques se multiplie pour compenser cette baisse d'activité. Ce phénomène compensateur est peu efficace, mais a une conséquence majeure. Au moment de la resensibilisation, le nombre de récepteurs qui réclament leur nicotine est élevé, et l'envie de fumer est violente. La nicotine est donc un produit très addictif, particulièrement chez les adolescents, dont le cerveau est un terrain malléable. De nombreuses enquêtes ont montré que la probabilité de passage d'une consommation occasionnelle à une consommation régulière est très élevée, et elle est d'autant plus que l'âge de la première cigarette est précoce. Bien, j'ai commencé à fumer à l'école de recrue pour faire comme tout le monde. Puis à 50 ans, j'ai décidé d'arrêter parce que je trouvais ça stupide. Et tout à coup, une nuit, j'ai plus pu respirer. J'ai cru mourir. Les médecins m'ont dit que mes bronches sont gravement atteintes. Maintenant, je dois prendre des médicaments 2 fois par jour, sinon j'étouffe. Je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux plus aller à la montagne. Je vis dans la crainte de ne plus pouvoir respirer. Je fume depuis l'âge de 14 ans. C'est vraiment mon plaisir. J'ai l'impression que la cigarette fait intégralement partie de ma vie. Je sais, c'est nocif, mais tant qu'on fume, on n'y croit pas. J'ai des problèmes circulatoires, c'est pour ça que j'ai failli perdre mes jambes 2 fois. J'ai aussi une pneumonie chronique et je dois m'assister la nuit avec un appareil de respiration. Et les médecins m'ont dit, si j'arrête pas de fumer, je m'en sortirai pas. Le tabagisme passif. Les risques du tabagisme passif. Le tabagisme passif. Le tabagisme passif au quotidien. Pour vous, existe-t-il des risques de pollution dans un foyer? On parle beaucoup de la pollution à l'intérieur des domiciles, que ce soit les peintures, les cols, voire les sprays, les aérosols, qui sont pleins de perturbateurs endocriniens. Par contre, on parle beaucoup moins d'une autre pollution qui pourtant est très importante. C'est celle du tabagisme passif. Ce sujet est souvent minimisé, voire peu abordé. Et pourtant, beaucoup de personnes meurent du tabagisme passif. Connaissez-vous des substances toxiques du tabac? Alors, je sais que dans la cigarette, il y a beaucoup de composants. Il y en a peut-être 27. Peut-être que je dis une bêtise, il doit y en avoir plus. Non, je pense qu'il y a du pétrole, du goudron. Et non, j'en connais pas plus. Sont-elles source de maladies pour le fumeur d'après vous? Je pense au cancer de la gorge, au cancer du poumon, aux dents gâtées. La fumée de tabac contient à peu près 7000 substances toxiques. Je ne veux pas toutes vous les citer, mais elles se composent de 4 familles de substances. La première, les goudrons. Les goudrons donnent tous les cancers possibles et inimaginables dans tout l'organisme. Il n'y a pas que le cancer du poumon. La deuxième, les irritants. Alors là, les irritants vont irriter les bronches. Les bronches, après, vont tellement être irritées qu'il va y avoir des bronchites chroniques, voire une destruction du poumon qui va amener à une oxygénothérapie 24 heures sur 24. Là où il y a un gros problème, c'est avec les enfants. Les enfants soumis au tabagisme passif de leurs parents vont avoir ces irritants, avoir des problèmes ORL, voire des otites à répétition, mais aussi des asthmes et des bronchites difficiles à soigner.
Certains d'ailleurs peuvent déclencher des allergies rien qu'avec la fumée du tabac de leurs parents. L'autre substance, c'est le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz qui va prendre la place de l'oxygène dans le sang. En réaction, le sang va s'épaissir. En effet, il va y avoir des globules rouges supplémentaires pour transporter l'oxygène. Un sang épais va circuler difficilement et va créer des caillots un peu partout. C'est des risques d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral, voire d'artérite. Alors la quatrième famille de la fumée du tabac est la nicotine. Là, elle n'est pas toxique. Elle va créer l'addiction au tabac pour le fumeur. Que pensez-vous d'une cigarette qui se consume dans un cendrier? Je pense que c'est autant toxique. Le courant principal ou courant primaire, c'est la fumée qui est inhalée par le fumeur et qui rentre directement en contact avec ses voies respiratoires. C'est la fumée du tabagisme actif. Le courant secondaire correspond à la fumée qui est formée par la combustion du tabac entre deux bouffées. C'est la fumée qui sort du bout de la cigarette. Cette fumée du courant secondaire contient des substances toxiques à des concentrations parfois bien plus importantes à celles qu'on retrouve dans le courant principal, notamment de l'ammoniac par exemple, qui donne un caractère irritant à cette fumée du courant secondaire. Pouvez-vous définir le tabagisme passif? Le tabagisme passif, c'est quand on est dans un groupe et que une ou plusieurs personnes du groupe fument, donc on est à côté et on respire la fumée. Lorsque le fumeur fume au domicile, eh bien, toute cette fumée va être dans son environnement direct et toutes les personnes qui vont vivre avec lui risquent de respirer cette fumée. Cette fumée qui contient des irritants, des goudrons ainsi que du monoxyde de carbone. Le fumeur est aussi victime de son tabagisme passif. Cependant, un non-fumeur risque de contracter les mêmes pathologies d'un fumeur. Que pouvez-vous nous dire à propos de l'odeur du tabac froid? Tabac froid, c'est quand la cigarette ou la roulée est éteinte. Et oui, j'ai déjà été confronté, oui. Ça pue encore plus qu'une cigarette allumée. Alors, un des inconvénients du tabagisme passif, c'est les odeurs dans la maison. C'est même parfois source de conflits dans la famille. Le fumeur ne sent plus du tout, il a des problèmes d'odorat et les autres subissent cette odeur de tabac froid qui est tenace. Mais en cherchant bien, on peut dire que les odeurs cachent un autre problème. Un problème important, le tabagisme ultrapassif. Ces odeurs sont le signe de la persistance de composés du tabac dans l'environnement intérieur, qu'il s'agisse du véhicule ou du domicile par exemple. Pensez-vous qu'il est suffisant d'aérer la pièce pour avoir un air pur? Je pense que c'est mieux d'ouvrir les fenêtres quand il y a une pollution à l'intérieur. L'aération, même très importante, ne permet pas de supprimer totalement ces particules. Il faudrait finalement la force d'un ouragan pour les éliminer définitivement d'un environnement intérieur. Dès qu'il y a un mouvement d'air, ces particules sont susceptibles de se remettre en suspension et d'être à nouveau inhalées par les personnes qui sont présentes dans la pièce, que ce soit des personnes fumeuses ou des personnes non fumeuses. Il y a en plus un risque que ces particules toxiques se retrouvent en contact avec la peau des individus qui se situent dans cet environnement. Ceci est particulièrement gênant lorsqu'il s'agit d'enfants qui sont particulièrement sensibles au contact avec les substances toxiques. Salut Brut, mon objectif c'est de vous montrer comment on passe d'un mégot de cigarette, déchet toxique et polluant qui n'a rien à faire par terre, pour en faire des lames de mobilier urbain. Ici, il s'agit d'un cendrier qu'on va installer dans quelques jours. À Bourg-Blanc, près de Brest, depuis 2017, l'entreprise de Bastien a recyclé 150 millions de mégots de cigarettes. Ah oui. Ah ouais, l'odeur directe. Ouais, welcome. Ah ouais, c'est très fort la preuve. Et voilà comment ça marche. Le rôle de mégot, c'est de sensibiliser, positionner des cendriers didactiques, amener les fumeurs au cendrier. Les mégots sont ensuite collectés, sont acheminés sur notre installation, sont dans un premier temps triés pour séparer les plastiques et les objets divers qui n'ont rien à faire avec notre filtre. On sépare le tabac du filtre. Le filtre est récupéré, va, lui, être dépollué en circuit fermé. En fait, on utilise un solvant neutre, naturel, l'eau de pluie, qui est un solvant qui va permettre de diluer les polluants, dont la nicotine, qui est ce qu'on appelle hydrophile. Au contact de l'eau, les molécules de nicotine vont se polariser. Ici, c'est ce qu'on appelle notre bac de décantation de tous les polluants que l'on a retirés du filtre de cigarette. Vous allez retrouver ici la nicotine, les goudrons, les hydrocarbures aromatiques polycycliques,
toutes les belles cochonneries qu'on retrouve dans la cigarette, dans le poumon d'un fumeur. Le tabac est récupéré également et va être composté dans notre composteur électromécanique pour faire donc du compost. Le filtre qui a été dépollué et rapidement séché, c'est du filtre de cigarette qui a été dépollué, que l'on va thermocompresser avec des résidus de broyage de déchets de lunettes. Le filtre de cigarette, ce sont des câbles d'acétate de cellulose, donc c'est un thermoplastique qui a les mêmes propriétés chimiques que celles qu'on retrouve dans les lunettes. Donc ces deux matériaux s'associent très bien. Et cette plaque chauffante, ça monte. Et là, ça serait l'étape de thermocompression. Et après, dès qu'on fait l'étape de thermocompression, hop, on descend la plaque. Voilà. Ça va nous donner une plaque comme ça. Ces plaques sont utilisées, comme on le voit sur ce cendrier, comme des lames de mobilier ou ici des assises. Les gens, ils vous ont pas pris pour des dingues au début quand vous avez dit on va fabriquer des objets avec du résidu de clope. Le mégot de cigarette, c'est un déchet, comme tu le dis, un déchet sale, un déchet crasseux, qui pollue, qui est marron. On trouve ça excitant parce qu'on part d'un déchet toxique, polluant, qui sent mauvais, départ de feu, pollution, etc. Et nous, notre objectif, c'est d'en faire de plus en plus un produit sensuel, design, et qui sert au quotidien pour informer, sensibiliser. Ce qui est sûr, c'est qu'on jette continuellement des millions de mégots de cigarettes par terre. Dans les parcs, sur les plages, sur les trottoirs. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces mégots, il va y avoir de l'eau et du vent. Ça va rejoindre les caniveaux. Et sachant que la plupart des caniveaux vont rejoindre directement les lacs et les rivières. Un seul mégot de cigarette pollue 500 litres d'eau et met une quinzaine d'années à se dégrader. On est quasiment sur du côté esthétique et surtout de la sensibilisation, où les gens vont comprendre que c'est du mégot de cigarette. On est donc assis sur du mégot de cigarette. Notre objectif à terme, c'est que la matière ne soit plus esthétique, mais qu'elle ait vraiment un rôle structurant. Là, si tu viens voir cette poubelle, qui n'est pas encore finie d'être montée, tu vas voir que la matière a un vrai rôle structurant jusqu'au couvercle. Plus nous allons développer notre installation, plus on pourra effectivement avoir un matériau avec le moins de coproduits ou de futurs déchets potentiels.